Bonjour, merci Vincent. Et merci surtout à la filière Orchid de financer ce projet aussi qu'on mène au laboratoire de Véronique Frémaux-Bachy avec Sophie Chauvet et qui s'intitule Recherche de variants génétiques associés à la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse à anticorps antifacteur B chez l'enfant et l'adulte. Donc, la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, c'est quand même une maladie encore très fréquente dans le monde, avec une incidence de 0,3 à 24 pour 100 000 enfants par an, dont l'incidence a diminué dans les pays développés grâce à l'avènement des antibiotiques, mais ça reste quand même la première cause d'hospitalisation en néphrologie chez l'enfant dans le monde. Le diagnostic est essentiellement clinique et c'est le tableau typique de syndrome néphritique aigu chez un enfant entre 4 et 7 ans avec une saisonnalité en juillet-octobre, mais également avec l'activation de la voie alterne du complément qui est transitoire et pathognomonique, donc un C3 qui est effondré et qui doit se normaliser dans les 2 à 3 mois. Chez l'enfant, comme c'est l'étiologie la plus fréquente d'un syndrome néphritique aigu, si le tableau est typique, on ne fait pas de biopsie au diagnostic, mais on indique la biopsie qu'en cas de non-récupération ad integrum de la fonction rénale et de la normalisation du C3 après 2 à 3 mois, avec comme principal diagnostic différentiel alors la glomérulonéphrite à dépôt de C3. Donc, vous le savez, la physiopathologie n'est pas encore complètement comprise. On sait qu'il y a une activation transitoire de la voie alterne du complément, mais il y a 3 hypothèses principales retenues. La première qui est le rôle d'antigène du streptocoque qui pourrait être néphritogène, c'est-à-dire qui pourrait avoir activé directement le complément. Donc, il y a différents antigènes qui ont été incriminés, des antigènes cationiques qui auraient une affinité pour la membrane basale glomérulaire, mais ça n'a pas été formellement démontré. La deuxième hypothèse, c'est un mimétisme moléculaire. Il pourrait y avoir une réactivité croisée entre les antigènes du streptocoque et certains composants glomérulaires, comme la laminine ou les collagènes, ou encore la formation de complexes immuns qui viendraient se déposer et activer le complément. En 2020, Sophie Chauvet, Romain Berthaud, Véronique Frémaux-Bachy, moi-même et un grand nombre d'entre vous, nous avons publié dans JASN un nouvel acteur dans cette physiopathologie qui sont les anticorps antifacteur B que Véronique avait identifiés chez 31 des 34 enfants qui avaient une glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse avec C3 bas, alors qu'on en avait retrouvé que dans moins de 10% dans une cohorte d'enfants avec une glomérulonéphrite à dépôt de C3 et un C3 bas, et encore moins chez des contrôles sains. Donc on avait pu démontrer que ces anticorps antifacteur B étaient un excellent biomarqueur de glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse au diagnostic, avec une sensibilité de 91% et une spécificité de 85%. Ces anticorps, ils étaient transitoires, comme la pathologie, corrélés avec les autres biomarqueurs du complément, comme le C3 et le C5B9. Et Véronique et Sophie avaient pu montrer que ces anticorps amplifiaient l'activation de la C3 convertase in vitro. Donc, ils étaient vraiment responsables de l'activation du complément dans cette pathologie. Et puis après, la question d'après, c'était est-ce qu'on arrive à trouver des séquences communes entre les antigènes du streptocoque et les anticorps. Donc, on avait pu montrer que ces anticorps se liaient à certains peptides du domaine du facteur Von-Willebrand ou de la sérine protéase du facteur B, mais on n'avait pas pu montrer l'identité de séquence avec le streptocoque. Alors, des résultats préliminaires chez l'adulte montrent des résultats similaires dans une cohorte de glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. D'autre part, on avait quand même regardé chez un certain nombre d'enfants chez qui on avait de l'ADN s'il y avait des mutations dans des gènes du complément et on avait retrouvé chez 20% des enfants testés des variants rares qui pouvaient être pathogènes dans les gènes du facteur H et du facteur B, ce qui était significativement plus élevé que chez les contrôles. Je suis un peu perdue dans les diapos, pardon.
Donc là, les objectifs de l'étude, c'était rechercher des variants génétiques dans une plus grosse cohorte d'enfants et d'adultes avec une glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse et de voir si ces variants pourraient prédisposer à l'émergence des anticorps antifacteur B après une infection streptococcique et du coup être un facteur de risque de pathologie complément dépendant après une infection bactérienne. Donc, ce que le projet ORCID finance, c'est l'analyse mutationnelle par NGS d'une biobanque d'ADN qui a été collectée par Véronique Frémaux-Bacchi, qui inclut 40 enfants et 50 adultes, pour rechercher ces variants rares et pathogènes qui donc seront corrélés aux données cliniques, immunologiques et aux germes impliqués ou suspectés chez ces enfants. Donc, où en est-on actuellement? C'est vrai que le Covid a un peu retardé les choses, mais là, on est en train de finaliser une convention entre ORCID et Imagine pour le recrutement d'une tech qui va nous permettre à la fois de soumettre tous les documents réglementaires pour pouvoir faire cette étude de façon éthique et réglementaire, et d'autre part pour constituer la base de données cliniques et immunologiques de tous ces patients qui nous permettra ensuite de corréler aux données de génétique. Donc, je voulais remercier bien sûr Véronique Frémaux-Bacchi et Sophie Chauvet avec qui on mène ces travaux, et puis la filière ORCID pour le financement. Merci beaucoup, Olivia. Donc, écoute, bon courage pour ce projet qui fait suite à une très belle publication qui a permis d'élucider effectivement un petit peu le mystère des glomérulonéphrites post-infectieuses. On imagine qu'il y aura sûrement des adultes un peu similaires chez l'adulte parce que ça reste, nous on en voit peut-être un petit peu moins, mais on a quand même quelques glomérulonéphrites post-infectieuses et on peut imaginer que les mécanismes éthiopathogéniques et moléculaires sont identiques. Donc, Sophie a des résultats préliminaires similaires chez l'adulte, et là, le projet que finance ORCID, c'est 40 enfants et 50 adultes. Ouais, donc, parfait. Écoutez, on va donc